Eh bien, écoutez, merci de m'accueillir une fois de plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu au pied levé, puisque normalement vous auriez dû entendre parler de médecine chinoise. Donc moi je vais vous parler plutôt de médecine italienne à travers la littérature, de médecine dans le sens de médecine de l'âme. Et avant de parler de Cesare Pavese, donc Cesare Pavese, donc, et de la notion d'engagement dans un de ses romans, j'avais envie de vous présenter très rapidement ce qu'était mon métier, à savoir enseignant-chercheur, maîtresse de conférences, enseignante-chercheur. Parce que bien souvent, on ne sait pas ce que font les enseignants d'université. Donc rapidement, en fait, comme le nom l'indique, enseignant-chercheur, on a deux casquettes. On est à la fois enseignant, donc on forme des étudiants de la licence jusqu'à l'agrégation, au doctorat, et également on est chercheur, donc ça peut être étrange de dire chercheur dans des domaines littéraires, dans des domaines linguistiques, parce que quand on pense à chercheur, à laboratoire, on pense à des scientifiques de sciences dures. Or nous, en littérature, civilisation, linguistique italienne ou autre, bien sûr, nous sommes de véritables chercheurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire être chercheur ? C'est que nous avons donc un laboratoire qui s'appelle le Centre Aixois d'études romanes, qui a un acronyme, le CAER, comme ça vous pourrez aller un petit peu voir ce que nous faisons. Et nous avons différents axes, différentes directions en fonction des spécialités de chacun. Et nous avons par exemple un axe sur la mémoire, les mémoires, la notion de mémoire, également un axe sur la chanson, sur les chansons, sur l'importance de la musique, à tous les niveaux, social, culturel, etc. Nous avons également un axe sur la notion de réécriture et enfin un axe sur les littératures dites populaires, comme par exemple le roman policier. Donc qu'est-ce que ça veut dire que nous avons ces axes et que nous avons des thématiques qui sont tout le temps dans le but de représenter la société. Si vous voulez, le point commun entre tous les axes que nous avons décidés en fonction donc de nos spécialités, c'était quelles sont les représentations de la société, des sociétés italiennes, françaises, espagnoles, latino-américaines, roumaines aussi, portugaises, on trouve dans l'art, dans la culture au sens large, aussi bien dans le cinéma que la littérature, que l'art pictural, que la BD, que la presse, etc. Donc en fait, ce travail de recherche, ce ne sont pas des élucubrations, comme parfois on entend à propos des études littéraires. Et quand je dis littéraire, c'est le sens très vaste de la parole. Donc ce ne sont pas des élucubrations, mais ce sont des productions de savoir. Des productions de savoir pour et tenter d'agir dans la société, en tout cas de l'éclairer et de donner des clés d'interprétation à nos étudiants, mais également aux lecteurs de nos publications, qui ne sont pas que des lecteurs intra-universitaires. Et donc c'est vraiment très important parce qu'il y a d'un côté, nous travaillons sur un matériau artistique qui lui-même, si je reprends les termes d'un chercheur, d'un critique italien, qui dit que la littérature produit du sens social. Produit du sens social, c'est-à-dire que voilà, ce ne sont pas que de belles histoires, une évasion. C'est parfois une évasion, et je vais en parler rapidement, mais le but de la littérature avec et de l'art en général avec ses différents aspects, c'est bien celui-ci. Produire du sens et être des clés d'interprétation. Et nous, à notre tour, à la fin de la chaîne, nous les chercheurs, nous essayons justement de commenter ce sens produit par l'art. Donc je tenais simplement à dire ceci parce que je pense que c'est important de savoir qui vous parle, d'où viennent les réflexions que je vais essayer de partager avec vous. Et la dernière chose que je souhaite dire à ce sujet, c'est que quand j'ai dit que j'étais enseignante-chercheuse, ce n'est pas une dichotomie, ce n'est pas quelque chose de séparé. L'un alimente l'autre. Par exemple, la présentation que je vais vous faire ce soir sur Pavese, elle est née d'une double approche. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années même peut-être, j'avais participé à un des axes de recherche de notre équipe. À l'époque, on avait un axe sur le voyage,
la notion de voyage, de déplacement. Donc vous voyez, on essaie tout le temps de choisir des termes très vagues, si je puis dire, pour qu'on puisse vraiment après faire des sous-parties. Et là, c'était quelque chose sur la fuite. C'était la notion de fuite, avec toutes les acceptions qu'elle peut avoir. Et donc j'avais écrit un article qu'on a mis en ligne. Ça, si vous voulez le lire après, ça complétera ce que je vais vous dire ce soir. Donc c'était une réflexion sur la notion de fuite géographique, physique, chez Pavese, la notion de fuite de l'engagement, donc nous on va se focaliser sur ça ce soir, et la fuite existentielle, la fuite des responsabilités, la fuite devant la vie, donc le choix de la mort. Donc il y avait eu un séminaire. J'avais fait une intervention avec mes pairs et du public, et après il y avait eu cette publication. Et cette publication, il faut voir que c'est un travail très collectif, c'est-à-dire que nous n'écrivons pas dans notre coin et nous donnons notre article. Et il y a vraiment une équipe éditoriale, une équipe de rédaction composée de différents membres, aussi bien des doctorants que des chercheurs confirmés ou pas. Et il y a donc vraiment tout un travail de remise en page, de correction des coquilles, mais aussi il y a un comité de lecture pour accepter ou pas un article. Ça nous arrive de ne pas en accepter si on estime qu'ils ne correspondent pas à notre ligne éditoriale ou que la valeur scientifique est trop faible. Donc il y a tout ce travail-là, et après ce travail de mise en ligne, de diffusion. Donc il y avait eu cette première chose. Donc vous voyez là, c'était Judith, la chercheuse. Mais ce dont je vais vous parler ce soir, quand Jean-Michel m'a proposé de boucher le trou, c'était en fait, j'ai repris ce que j'ai fait il y a une quinzaine de jours pour un atelier d'étudiants qui passent les concours de l'éducation nationale, CAPES et agrégation. Donc, c'est une question, si vous voulez, pour l'agrégation, le CAPES italien et de langue en général, il y a des programmes, des questions au programme, des questions littéraires et civilisationnelles. Et on essaie le jury de l'agrégation essaie de choisir des périodes, enfin, c'est pas qu'il essaie de choisir, il y a toujours des périodes clés, Renaissance, 19e et 20e, mais aussi des thématiques qui peuvent être réutilisables par les futurs enseignants. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a un petit fossé entre la formation académique et le véritable métier d'enseignant de collège ou de lycée. Donc on essaie toujours, le jury essaie toujours de choisir une question qui soit en prise avec non pas le métier d'enseignant, mais ce que les enseignants peuvent transmettre à leurs élèves. Parce que bien que nous formions des enseignants de langue, qui vont être des enseignants, des professeurs d'italien, un professeur d'italien n'est pas qu'un professeur qui apprend à dire je m'appelle Judith, j'ai 15 ans, enfin 15 ans, ça c'était il y a longtemps, mais c'est également la volonté de transmettre une culture, de transmettre les cultures d'un pays, et également de passer des réflexions, je vais peut-être dire un terme un petit peu peut-être exagéré, mais citoyenne. Quand vous regardez les programmes, il y a vraiment moi et les autres, obéir, désobéir. Donc ce sont des choses très très intéressantes. Et donc cette année, pour le CAPES comme pour l'agrégation, il y a la littérature de résistance, de la résistance, avec un R majuscule. Donc c'est intéressant, on en parlera peut-être dans le débat si ça vous intéresse, on m'a demandé des conseils de lecture. Je pourrais vous en donner. Donc de voir que des sujets qui sont ancrés dans une réalité historique italienne, la résistance italienne, a des échos avec ce qui se passe aujourd'hui pour les jeunes gens de 20 ans, mais également pour nous. Et vous le savez peut-être, vous allez avoir une conférence d'une de mes collègues, Madame Lettieri, le 24 février, qui vous parlera non pas de la résistance en 1945, mais du gouvernement italien actuel. De façon scientifique, elle vous en parlera, absolument pas partisane, ça ne sera pas un meeting, mais ces notions de résistance sont donc utiles, je pense, pour nos jeunes élèves, qu'ils sachent ce qui s'est passé il y a 80 ans,
pour voir les ponts avec aujourd'hui. Donc voilà, donc ce dont je vais vous parler ce soir, c'est à partir de ce travail que j'ai fait il y a une quinzaine de jours, face à un public beaucoup plus parsemé que le vôtre, mais vous avez un point commun avec eux, c'est que bien qu'il y ait beaucoup de place devant, personne ne s'y met. Hein, voilà. Donc c'est bien, vous avez gardé l'âme de jeunes étudiantes et de jeunes étudiants. Voilà, donc nous allons parler de néo-réalisme et de Cesare Pavese. Donc pour introduire le propos, je vais rapidement, on pourra en discuter plus tard, situer ce courant littéraire et cinématographique qu'est le néo-réalisme que je pense vous connaissez, tout simplement en rappelant le fait que l'Italie fasciste, puisque l'Italie a connu 20 ans de dictature, de 1922 à 1945, avec la mort de Mussolini. L'Italie est entrée en guerre plus tardivement que la France, comme pour la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, l'Italie rentre en guerre en 1915. Pour la Seconde Guerre mondiale, elle rentre en guerre en 1940 et elle rentre en guerre. Mussolini rentre en guerre en freinant des cas de fer. C'est vraiment son alliance avec l'Allemagne nazie, avec Hitler, qui la pousse à devoir dire je déclare la guerre à la France et à l'Angleterre le 10 juin 1940. Mais il y a vraiment des données très précises, des documents et également de la littérature qui parlent du fait que Mussolini voulait rentrer en guerre bien plus tard, parce que l'Italie était dans un état... elle ne pouvait pas affronter la guerre, elle n'avait pas d'armée assez solide, pas assez de matériel. Donc on voit là aussi que l'alliance avec Hitler a été dans un premier temps très, très favorable à Mussolini, puisque Mussolini était le modèle d'Hitler, mais très vite Mussolini a été le jouet d'Hitler qui l'a forcé à entrer en guerre pour ne pas être seul face au reste de l'Europe. Mais ça, on en parlera si vous voulez après. Donc une entrée en guerre forcée et une guerre qui est une suite d'échecs pour l'armée italienne, aussi bien en Grèce que sur le front dans les Alpes françaises, qu'en Albanie, qu'en Afrique du Nord. C'est vraiment l'Italie, avec beaucoup de guillemets, se ridiculise. Voilà. Et Mussolini, bien évidemment, vit très mal l'affaire. 1943, 10 juillet 1943, les Alliés anglo-américains débarquent en Sicile. Ils débarquent en Sicile, ils envahissent toute l'Italie, ils remontent toute l'Italie, et face à cette arrivée, ce débarquement des Anglo-Américains, le roi, Victor Emmanuel, décide de démettre Mussolini de ses fonctions. Donc, pendant l'été 1943, Mussolini n'est plus le chef du gouvernement, puisque on était en monarchie, mais depuis 22 ans, il était le chef du gouvernement, il avait formé sa dictature, et donc il est mis en prison. Il est mis en prison et il est libéré par son grand ami Adolphe. Donc, il est libéré. L'Italie n'est donc plus un pays belligérant à l'égard de l'Angleterre, des États-Unis, puisque en septembre 1943, il y a un armistice qui est signé. Donc un armistice, et donc l'Italie n'est plus un pays combattant, mais il devient l'ennemi de l'Allemagne, puisque le gouvernement, le roi Victor Emmanuel et le nouveau gouvernement qui est dirigé par un ancien militaire qui était aux ordres de Mussolini, qui a fait une guerre abominable en Afrique, il s'appelle Badoglio. Badoglio a signé l'armistice, donc l'Italie est sortie de la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Mussolini, libéré par les Allemands, va recréer un deuxième gouvernement fasciste. Ça va s'appeler la République sociale italienne, RSI, et il a son QG dans une petite ville qui s'appelle, pour nous, Français francophones, c'est plaisant, elle s'appelle Salo, donc la République de Salo. Et il va être avec ses fidèles, mais aussi de jeunes gens qui n'ont connu que le fascisme. Toute la génération qui est née dans les années 20 n'a connu que le fascisme. Et donc il recrée ce nouveau gouvernement.
Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme situation sur le territoire italien? On a les Alliés qui continuent de bombarder l'Italie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une présence allemande. Donc on a un pays martoriato, on a un pays martyrisé sur son territoire. On a les Allemands qui se mettent à faire la guerre à l'Italie et donc qui traquent également des civils. Et on a, cerise sur le gâteau, une guerre civile. Alors, les historiens ou les anciens résistants, qui sont de moins en moins nombreux, ne sont pas d'accord sur le terme de guerre civile. Certains préfèrent parler de guerre de libération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette guerre civile? Ce n'est pas comme en France où on parlait de collaboration avec Vichy. Il n'y a pas des collaborateurs, puisqu'il n'y a pas, l'Italie n'est pas occupée. Mais on a des résistants, i partigiani, qui sont, on peut dire, pour schématiser l'équivalent des résistants français, qui à la fois ont maille à partir avec les Allemands, les nazis, et avec les fascistes deuxième saison, qu'on appelle i repubblichini, et non pas i repubblicani. Un repubblicano, c'est un républicain, que ce soit quelqu'un qui soutient la République. Un repubblichino, en italien, ça veut dire un petit républicain, et donc ce sont les fascistes qui ont suivi le Mussolini après sa chute de 1943. Donc on a une situation qui est assez tendue, parce qu'on a beaucoup de fronts à aborder, et on a donc cette situation que beaucoup d'écrivains ont voulu mettre en scène ou en mots. Et donc j'en arrive à mon néoréalisme. Donc le néoréalisme est un courant littéraire et cinématographique qu'on aime situer plus ou moins de 1943 à 1954-56. Donc vous voyez, les dates ne sont jamais neutres. Alors après, ce sont des constructions. Il n'y a pas eu un beau jour quelqu'un qui s'est dit on fait naître le mouvement. Mais pour essayer de comprendre l'importance des créations de mouvements, ou en tout cas d'artistes qui vont dans le même sens, 1943, début de la résistance réelle et pas simplement l'antifascisme, parce que l'antifascisme, il y en a eu depuis les années 20, mais là, la résistance. Donc 1943, c'est-à-dire un nouveau souffle pour les antifascistes et les non-antifascistes, on va voir. Et la fin, 1954-56. Qu'est-ce qui se passe en 1956 les chars russes qui rentrent en Hongrie. Donc on a de la part des partis communistes européens une sorte de claque qui est donnée, et donc un tournant politique. Or, pourquoi je dis que c'est important ces deux dates au niveau littéraire, artistique, et qui sont en lien avec des événements historiques? Parce que le néoréalisme est un courant qui est éminemment politique, au sens très très banal du terme, pas politique au sens philosophique, politique dans le sens où ces artistes, cinéastes ou littéraires, écrivains, vont vouloir témoigner de la réalité qu'ils ont vécue. Donc, pourquoi néo-réalisme? Parce que c'est un nouveau réalisme, parce qu'il y a eu différents courants réalistes en Italie. On en avait, si vous aviez été là, il y a un an et quelques, j'avais parlé du vérisme, qui est un courant réaliste. La différence avec ces aînés de la fin du XIXe siècle, c'est que les véristes, qui étaient comme nos naturalistes français, voulaient simplement documenter la réalité, photographier la réalité, dire ce qu'il était. Là, c'est différent. Il s'agit d'écrivains ou de cinéastes qui ont tous vécu l'expérience de la résistance, de la guerre ou des problèmes sociaux. Autrement dit, ils veulent exprimer, et pas simplement raconter, documenter, ils veulent exprimer, s'exprimer. Et là, je citerai un autre écrivain qui est, entre autres, un écrivain néo-réaliste, Calvino, Italo Calvino, qui, dans la préface d'un de ses romans, qui est un roman magnifique sur la résistance, qui s'appelle Le Sentier des nids d'araignées, où il dit, alors on m'a dit qu'il fallait que je parle un petit peu italien, donc je vais me faire plaisir, et vous faire plaisir, j'espère. Il dit qu'il s'agissait d'exprimer
il sapore aspro della vita che avevamo appreso allora. Donc le goût, la saveur âpre de la vie que nous avions appris à l'époque. Donc, vous voyez, il parle de vie, il ne parle pas juste d'expérience, de guerre ou de résistance. Donc, il a cette volonté de dire ce qu'ils ont traversé et cette volonté de raconter, cette voglia di raccontare, cette soif de raconter, c'est raconter quoi? C'est raconter la misère sociale, raconter les problématiques sociales également, ouvrières. Je pense que vous avez tous en tête le film Le voleur de bicyclette. Donc raconter cette véritable Italie qui est le fruit de quoi? Qui est le fruit de 20 ans de fascisme. Donc montrer ce qu'a produit une dictature. Également montrer ce qu'a été la guerre. Vous avez par exemple un romancier qui s'appelle Mario Rigoni Stern, qui était pourtant un fasciste de base, qui a combattu dans la guerre, combattu dans l'armée italienne. C'était un alpino, c'est-à-dire un soldat spécialisé dans la montagne. Il a combattu vers Briançon, il a combattu en Albanie, il a combattu en Russie. Eh bien, il traduit son expérience dans un roman qui s'appelle Le sergent dans la neige. Donc on a cette volonté de raconter et pas simplement de dire regardez ce que nous avons traversé, mais il y a de la part de ces artistes la volonté de démontrer que l'art doit servir la société. L'art doit permettre l'éveil des masses. Alors ça fait un petit peu très langage d'un parti communiste ce que je dis, mais c'était vraiment ça. Beaucoup étaient membres du parti communiste. Le fait de réveiller les masses afin qu'elles agissent, afin d'agir. Et tous ces artistes, outre le fait d'avoir en commun l'expérience de la guerre, de la résistance, etc., ils ont en commun le fait qu'ils ont tous lu deux grands intellectuels italiens, Gramsci, Antonio Gramsci et Piero Gobetti. Alors Gramsci, je pense aussi que c'est un nom qui vous est familier. C'était donc un des fondateurs du Parti communiste italien, secrétaire du Parti communiste italien, qui a été arrêté par le gouvernement fasciste en 1926, qui a été enfermé en prison, qui est mort en prison, parce qu'il était également de santé fragile, et qui a écrit Quaderni dal carcere, les carnets de prison, où, entre différents thèmes qu'il aborde, il aborde la thématique de ce que doit être un intellectuel. Alors, bien sûr, il se positionne contre la vision de l'intellectuel sous le fascisme, qui était un intellectuel qui n'était là que pour faire une propagande, pour créer une Italie complètement falsifiée, mais il veut également montrer que l'intellectuel ne doit pas être comme l'intellectuel du XIXe siècle, un intellectuel détaché dans sa tour d'ivoire, mais il crée l'expression de l'intellectuel organique, c'est-à-dire que la littérature doit, il parle surtout de littérature, la littérature doit réconcilier le peuple et la culture, doit parler de ce que vit le peuple et doit permettre d'avoir des résultats concrets dans la société. Donc on a vraiment cette influence de Gramsci, également de Piero Gobetti. Piero Gobetti, il est moins connu en tout cas en France. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Non, non, pas du tout. Alors c'était un jeune journaliste, c'est un journaliste qui est mort à 25 ans, 26 ans. Alors il n'est pas mort directement... il est mort d'une crise cardiaque. Mais il est mort d'une crise cardiaque parce que les squadristi, qui étaient les escadrons de Mussolini, lui étaient tombés dessus, l'avaient roué de coups et il est mort de ces coups. Et c'était un antifasciste de la première heure. Il a créé différentes revues, notamment il Baretti, qui avait vraiment cette volonté de lutte antifasciste et d'implication de la population pour pousser la population à se réveiller. Voilà. Donc tous nos artistes ont cet héritage et veulent être l'incarnation de cet intellectuel organique, et donc il y a vraiment cette volonté d'agir concrètement.
Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter également? C'est qu'ils ont deux autres points communs, nos néoréalistes. C'est que pour beaucoup, ils ont été influencés par la littérature états-unienne. Je dis bien états-unienne, pas américaine. C'est-à-dire qu'ils ont lu Hemingway, beaucoup d'autres, dont on parlera pour Pavese, et ils ont donc été influencés d'une part par l'écriture, ça c'est important, par le style, l'utilisation de l'argot, du slang, mais surtout par les thématiques très, très sociales qui étaient traitées, la vie quotidienne des ouvriers, des paysans, etc. Et par, ils ont vu dans les écrivains états-uniens l'incarnation de la liberté et du courage, deux thèmes importants pour des personnes qui ont vécu également la résistance. Donc il y a vraiment cette influence de la littérature états-unienne. Et enfin, le dernier point, c'est que ces écrivains, qui étaient pour beaucoup membres du Parti communiste, ont eu une vision bien particulière des liens que devaient entretenir les artistes avec les partis politiques. Ils voulaient l'autonomie. Ils ne voulaient pas être les porte-paroles de leur parti pourtant. Et donc ceci a créé de nombreuses frictions entre le Parti communiste italien, qui était dirigé par Togliatti, et des écrivains, des intellectuels comme Vittorini, qui est un des pères fondateurs, si on peut dire, du néoréalisme, qui voulait son indépendance. Et Vittorini est le binôme, si on peut dire, de Pavese, et ils avaient créé une revue qui s'appelle Il Politecnico, qui a été interdit par Togliatti parce que justement Togliatti aurait voulu que ce soit l'organe du Parti communiste. Et Vittorini a toujours voulu son indépendance. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qui relient nos néoréalistes. Et je vais arriver au thème que je voulais aborder avec vous, à savoir celui de l'engagement. Donc engagement, c'est un terme qui fait écho pour des Français, puisque on a le docteur S engagement qui était Sartre. Et justement, beaucoup d'Italiens, dont Vittorini, ont lu et connu Sartre, mais ils ont pris une autre définition de l'engagement par rapport à Sartre. Alors, en italien, le terme engagement se dit l'impegno, et le désengagement, le disimpegno, et s'engager, impegnarsi. Mais très souvent, dans leurs écrits, les Italiens, les critiques, les intellectuels, etc., emploient le mot français. Ils disent l'engagement, comme ils disent les philosophes pour parler des Lumières, etc. Donc c'est un terme qui est lié à l'héritage chartrien pris à rebours. Alors, avec mes étudiants, je m'étais amusée à regarder la définition que donnent des dictionnaires français et italiens de ce terme engagement. Et je trouve que c'est assez éclairant. En français, voici une des définitions proposées dans le dictionnaire du Petit Robert. Il est indiqué qu'après 1945, l'engagement, alors je suis coquette, je n'ai pas mis mes lunettes, est un acte ou une attitude de l'intellectuel et de l'artiste qui, prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à une position de simple spectateur et met sa pensée ou son art au service d'une cause. Donc c'est assez complet comme définition, alors que la définition italienne, pourtant dans un dictionnaire, la Treccani, qui est une encyclopédie très, très sérieuse, une définition très simple. Je vous le dis en italien ? Allez. Voilà. Adesione di un intellettuale, di un artista, donc pareil que le français, adhésion d'un intellectuel, d'un artiste, mediante la propria opera ai problemi politici e sociali. Donc adhésion d'un intellectuel et d'un artiste à travers sa propre œuvre aux problèmes politiques et sociaux. Donc adhésion simplement aux problèmes politiques et sociaux. Et synonyme militanza, militance. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus restreint et il n'y a pas cette notion de chronologie, de fait qu'à partir d'une certaine époque, le terme change. Alors, en deux mots, quelles sont les différences entre les définitions d'engagement chez Sartre ou chez Vittorini, par exemple? Donc, chez Sartre, il va tout de suite
dire que il va relier la notion d'engagement il va la décorréler à la notion d'engagement vraiment politique. Il va dire que lui, en tant que bourgeois, il n'a pas à renier sa classe. Il va simplement dire qu'il est un bourgeois en marge de sa classe qui a des intérêts communs avec la masse populaire. Et que son engagement n'est pas un choix, mais que c'est quelque chose de naturel, d'inné, et que ce n'est que la conséquence d'un engagement existentiel. Donc c'est cohérent, hein, c'est un philosophe avant d'être un écrivain. Il place ça sur un degré ontologique. Tandis que Vittorini, qui pourtant n'est pas le dernier des idiots, hein, c'est un véritable intellectuel, mais lui, il va vraiment dire il faut mettre les mains dans la réalité. Il ne faut pas rester, il faut que l'intellectuel soit au contact de la réalité, qu'il aborde des problèmes concrets, directs, et il doit parler de ce qu'il a vécu, de ce qu'il connaît. Il y a donc un engagement de tous les jours. Hein, donc on pourra revenir là-dessus, mais je pense que c'est les éléments centraux à dire. Et également un élément important de différence avec Sartre, c'est qu'il dit que son engagement est le fruit d'une expérience collective. Donc il met vraiment l'accent sur le groupe, hein, sur la collectivité, et que l'engagement ne suit aucune stratégie, aucune tactique, hein, mais elle découle du rapport à l'histoire vécue. Voilà. Donc voilà pour cette longue introduction. Donc on va passer à Pavese. Et donc Pavese, très rapidement, j'ai entendu que certains d'entre vous avaient écouté France Culture. J'ignorais qu'il y avait eu vraiment toute une série sur lui. En 2 mots, hein, donc c'est un écrivain du Piémont. Il naît dans les Langhe, une région vers Cuneo, Coni en français, qui naît en 1908 et qui meurt en 1950, qui meurt en se suicidant, hein, dans une chambre d'hôtel à Turin, l'hôtel Roma. Et récemment vient de sortir un joli roman d'un Français. J'ai oublié son nom, j'essaierai de le retrouver, hein, qui traite de cette fin de vie de Pavese. Mais au-delà enfin c'est pas une anecdote, hein, mais de cette mort par suicide, il faut savoir que Pavese, comme Camus, hein, estime a pensé toute sa vie au suicide. Il a pensé toute sa vie au suicide et on le retrouve, hein, cette notion de mort omniprésente, hein, dans toute son œuvre. C'est un écrivain qui à la fois écrit de la poésie, hein, il écrit dès les années 30 de la poésie, il écrit des nouvelles et des romans. Hein, et également, il va écrire un diario, un journal intime qui s'appelle Le métier de vivre, hein, qu'il écrit dès les années 30 jusqu'à la fin, hein, de sa vie, qui est un vrai... qui est une somme de sa pensée avec beaucoup de contradictions, bien sûr, enfin, comme nous tous, hein, mais qui éclaire son œuvre et dont je parlerai peut-être en passant pour éclairer certains éléments de ce qu'on dira sur l'engagement. Peut-être le micro un poil plus loin. D'accord. D'accord. Oui, merci. C'est vrai que je ne suis pas trop habituée à parler à des micros. On n'a pas assez d'étudiants. Si j'étais en psycho, il serait 1000 devant moi, mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là, c'est un écrivain qui a toujours les mêmes thématiques. Hein. Il y a vraiment les problématiques sociales. Il parle beaucoup de la classe ouvrière. Il parle beaucoup des femmes. Il avait un rapport particulier avec les femmes, hein, il comparait les femmes aux Allemands. Il disait que les femmes étaient plus dangereuses que les Allemands. Il a toujours eu sans tomber dans les pettegolezzi, hein, dans les cancans, mais il y a toujours eu une vie amoureuse difficile. Autre thème qui est récurrent, la place de l'intellectuel, la place de l'artiste, la place de l'élite sociale qui est corrompue, et également des thématiques beaucoup plus existentielles, hein, la solitude, la notion de déracinement, hein, la nostalgie de la patrie perdue qu'est l'enfance. Hein, donc c'est vraiment un écrivain qui
n'est pas répétitif, qui au contraire, hein, qui a un éventail important de thématiques, mais qui ont tout un lien entre elles. Mais aujourd'hui, on ne parlera que de la notion d'engagement. Donc j'ai choisi de vous parler de ce roman qui s'appelle La Casa in Collina, la maison sur la colline, qui appartient à un diptyque, hein, alors un diptyque qui n'a pas été choisi par un éditeur, comme parfois cela arrive, mais c'est Pavese, hein, qui a décidé de publier son roman qu'il écrit en 1948, donc après, dans l'après-guerre, hein, dans le second après-guerre. Il meurt en 50, hein, donc quelques années, juste 2 années avant de mourir. Il décide de le publier avec un autre roman qu'il avait écrit en 1938, donc avant la Seconde Guerre mondiale, pardon, qui est intitulé Il carcere, la prison. Et donc je vais en dire 2 mots. Donc 10 ans d'écart entre ces deux romans. Il carcere, il l'avait publié déjà, alors que La Casa in Collina, elle sort vraiment que dans ce diptyque. Et comment s'appelle le volume ? Avant que le coq ne chante. Alors, moi, mes étudiants de 20 ans ne savent plus du tout quelle est cette référence biblique. Hein, ils ne la voient pas, donc j'essaie de leur expliquer. Hein, donc, ils pensent que c'est un coq qui chante le matin, hein, et qu'on est à la campagne. Mais plus sérieusement, hein, c'est bien sûr la phrase que Jésus avait dite à Pierre, hein, quand il avait dit « Je ne te trahirai jamais, je serai toujours à tes côtés ». Et Jésus lui a dit « Tu me trahiras 3 fois avant que le coq ne chante ». Donc, ce titre est bien évidemment symbolique. On comprend, si on a cette culture chrétienne, hein, qui n'est pas d'ailleurs une obligation, on comprend que ce qui peut relier ces 2 romans, c'est la notion de trahison. Hein, de trahison, et surtout, si on veut aller un peu plus loin, on peut dire que Jésus, hein, que le Christ, résistait d'une certaine façon aux pharisiens, hein, résistait à ceux qui ne le croyaient pas et voulait ouvrir, hein, une nouvelle voie. En sachant que Pavese n'est pas croyant. Il a eu une crise mystique, hein, il a eu un moment une crise de foi, pardon pour le mauvais jeu de mots, je n'y avais même pas réfléchi, mais il n'est pas chrétien. Hein, c'est pas vous avez des écrivains qui sont ouvertement catholiques en Italie, lui pas du tout. Hein, mais il choisit ce terme-là, ce titre-là, pour faire cette référence, en sachant que le premier titre qu'il avait donné à ce volume double, c'était la peur. La peur. Hein, donc vous voyez, il parle de la peur avant que le coq ne chante. Alors rapidement, Il carcere, la prison, en fait, c'est né de son expérience, hein, parce que lui-même, c'est l'histoire d'un intellectuel qui est envoyé al confino. Alors, ce n'est pas le confinement que nous avons connu il y a quelques années. Le confino, c'est la relégation, c'est-à-dire un prisonnier politique qui n'est pas exilé, hein, mais on l'envoie comme Carlo Levi, hein, qui avait été envoyé dans le sud de l'Italie, c'est-à-dire le parti fasciste, envoyait des intellectuels qui les dérangeaient, non pas en prison, mais en résidence surveillée. Pardon. Voilà. Donc, Pavese a été envoyé en résidence surveillée, et donc il utilise cette expérience personnelle pour écrire un roman. Donc là, on n'en parle pas parce qu'on n'a pas le temps, mais simplement, dans ce roman, on a un personnage qui dit qu'il vaut mieux rester nella cella, dans la prison, dans la cellule, plutôt que d'en sortir. Pourquoi ? Parce que le fait de rester dans la prison me permet de rêver à la fuite, me permet d'imaginer que je vais pouvoir m'enfuir, alors que si je m'enfuis vraiment, je serai obligée d'agir. Je serai obligée de m'engager, je serai obligée de prendre un choix, et je serai donc obligée de transformer ma liberté pour autrui. Et donc ça, c'est une constante chez les personnages de Pavese, c'est cette incapacité à agir, à s'engager. Donc parfois, on a dit que Pavese était un écrivain désengagé. Moi, je ne le pense pas. Il a une autre forme d'engagement. C'est peut-être un engagement beaucoup plus désespéré. Mais en tout cas, c'est une constante. Alors, justement, on va dire 2 mots sur la
le positionnement de Pavese et pour mieux comprendre son roman de la maison sur la colline. Rapidement, parce que je vois que le temps tourne, il faut savoir que Pavese est né en 1908. Autrement dit, contrairement à tous ceux qui vont faire la résistance, qui sont nés dans les années 20, il est, je ne vais pas dire vieux, mais il a 15 ans, 17 ans de plus que tous les petits jeunes qui vont s'engager. Par exemple, Calvino, il est né en 1923. Donc il n'y a pas une génération, mais presque. Donc il n'a pas le même positionnement. Lui, dans sa jeunesse, Pavese, qu'est-ce qu'il a vécu ? Il a vécu au contact de jeunes, d'intellectuels qui se sont levés contre le fascisme. Pas de la résistance, ils se sont levés contre le fascisme et il appartenait à toute une bande de jeunes étudiants qui étaient ouvertement antifascistes, qui participaient à des revues qui essayaient, qui tentaient de lutter contre le fascisme. Et lui, il est toujours resté en marge. Son enseignant, qui était son mentor, lui reprochait, lui disait Cesare, sei bravo a scrivere, però non scrivi mai di politica. Donc il disait tu es super bon, un super bon écrivain, mais tu ne parles que de choses existentielles, il faut que tu parles plus de politique. Donc dès sa jeunesse, malgré le fait qu'il soit au contact de personnes réellement engagées contre la dictature fasciste, il est toujours resté en marge. Dans le même temps, il faut savoir qu'il s'est inscrit au parti fasciste. Donc on peut se dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Là aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il s'est inscrit au parti fasciste, pas par conviction, mais pour avoir un poste d'enseignant, et également pour être une sorte d'espion. Parce que ses camarades, dont des futurs grands éditeurs, l'ont poussé à s'inscrire au parti fasciste pour pouvoir être dans la place et pour pouvoir voir où le vent pouvait tourner. Donc, pour synthétiser, toutes ces années de formation, on a un Pavese qui est au contact de cet engagement politique, mais lui, il le dit ouvertement, la politique ne m'intéresse pas. Donc, il y a plusieurs lettres où il le dit ouvertement. Et pourtant, il est avec ces personnes et il n'est pas dans une littérature d'évasion, simplement de choses évaporées ou des élucubrations dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe également quand on a la fin de la guerre pour les Italiens et le début de la résistance en 1943 ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, c'est un vrai partage des eaux, uno spartiacque. On a un Pavese qui fuit. Quand tous ses amis s'engagent, tous ses amis prennent le maquis, lui, il s'enfuit chez sa sœur. Il se cache. Et pendant 2 ans, il va vivre cloîtré sous un faux nom. Et donc, il va être la figure du lâche. Il va vraiment être la figure du lâche. Et là non plus, sans trop tomber dans sa biographie, cette fuite va le ronger. Et c'est cette expérience de crise, toujours aussi dans le sens vraiment fort du mot, c'est-à-dire la crise, si on regarde l'étymologie, c'est le moment, le summum d'une maladie. Et quand on arrive au summum de cette maladie, il faut prendre un choix. C'est un terme médical à la base, et il faut prendre un choix, tel traitement ou tel autre traitement. Lui, il a cette crise et il ne prend aucune décision, il s'enferme chez sa sœur. Et donc cette expérience de crise et de lâcheté, il va la traduire dans ce roman qui est La maison sur la colline. Donc on peut dire que ce roman est, grâce au filtre de la fiction, une transcription de sa vie. Alors, comme toujours, en littérature, il faut faire attention, ce n'est pas une autobiographie. Il ne dit pas « je, moi, Cesare ». Il y a le filtre de la fiction, il a un alter ego, un personnage fictif, mais on peut dire qu'il traduit quand même toute son expérience, à savoir le fait qu'il ait quand même observé la réalité, il a observé l'antifascisme, il a observé de loin, caché chez sa sœur, mais ce que faisaient les résistants. Il était au contact, parce qu'il était
il s'est caché dans le Piémont, qui était une des zones où vraiment il y a eu de la résistance en Italie. Donc il voyait ce qui se passait, il avait ce spectacle, si je puis dire, sous les yeux. Il traduit également son incapacité à agir. Et là, on va voir que cette incapacité à agir n'est pas que de la lâcheté, mais c'est également, il le dira lui-même, c'est une incapacité à agir devant toute action, pas qu'une action politique. Parce qu'il estime que toute action, on ne sait pas quelle va être la conséquence, et donc en fait c'est la peur de l'inconnu. Toute action entraîne un mystère, donc c'est ce qui le freine. Alors d'aucuns diront que c'est une pirouette d'intellectuel pour justifier le fait qu'il ne s'est pas concrètement engagé, mais en tout cas, il y a chez lui cette corrélation entre l'action tout court, l'action dans l'existence, et l'action politique. Il met ça sur le même niveau. Donc, le roman se passe de l'été 43 à novembre 44. Et c'est l'histoire d'un enseignant de sciences, donc il met là le filtre, puisque lui n'était pas du tout un enseignant de sciences, qui travaille à Turin et qui, tous les soirs, quitte Turin, qui est bombardée, qui quitte la ville pour aller sur la colline. Il faut savoir que chez Pavese, la colline a une place prépondérante. C'est l'incarnation de son enfance, c'est l'incarnation de la pureté, c'est l'incarnation de sa patrie de cœur sentimentale, et c'est également l'idée d'un paradis perdu. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui, je vous en parlerai si vous voulez une autre fois. Et donc, cet enseignant quitte tous les soirs cette ville bombardée pour aller sur la colline, où il vit chez une vieille fille et sa mère, séparés de tous les autres habitants du bourg. C'est un petit bourg. Et dans cette retraite, il rencontre dans une auberge qui s'appelle l'auberge des Fontaines beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ouvriers avec lesquels il discute de politique. Il rencontre des femmes, dont une jeune femme qui s'appelle Kate, qui était un amour de jeunesse. Une jeune femme qui est célibataire mais a un enfant. Et donc cet enfant, c'est peut-être le sien. Donc c'est, là, on n'en parlera pas, mais c'est aussi l'engagement, le refus de l'engagement par rapport à une partenaire et à un fils potentiel. Donc à tous les niveaux, il refuse le contact avec autrui. Donc on a cet intellectuel qui est au contact de la population, qui parle politique, qui a un avis sur tout ce qui se passe en Italie, et arrivera ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la chute de Mussolini, et toutes les personnes qu'il rencontre dans l'auberge, toutes sans exception, prendront le maquis, s'engageront dans la résistance, alors que lui, il reste à l'écart. Il ne fuit pas encore, mais il reste à l'écart. Et il y aura la dernière étape du roman où ses amis se font arrêter, et donc il n'a plus aucune nouvelle d'eux. Et là où il fuit, là il quitte cet endroit, ces collines, cette maison sur la colline, pour revenir chez lui, dans la maison de son enfance. Donc il y a une sorte de boucle qui se boucle dans ce roman, puisque le roman commence alors qu'il est chez lui, dans sa maison d'enfance, et on le voit à la fin arriver dans cette maison. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il commence le roman et il le conclut en parlant d'illusion. Il dit « Je vais essayer de vous raconter l'illusion qu'a été cette année. » Et alors, je vais essayer de vous raconter l'illusion qu'a été cette année. Autrement dit, il considère que cette année où il a été au contact de résistants, au contact de personnes engagées, où il s'est engagé par la parole, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il ne peut... C'était illusoire de penser qu'il puisse changer. Voilà, donc ça c'est rapidement l'histoire. Je peux répondre à d'autres questions plus tard, mais moi ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est la façon dont Corrado, le personnage, refuse l'engagement. On peut dire qu'il résiste à l'engagement, il résiste à résister.
à l'envahisseur. Et on a plusieurs étapes. On voit que dans un premier temps, alors qu'on n'est que dans la guerre mondiale et pas encore dans la guerre civile, il a vraiment il incarne il est une caricature de l'intellectuel qui parle du haut de sa chair, comme je suis en train de faire avec vous, à savoir qu'il donne beaucoup de leçons. Il est extrémiste. Il dit il faudrait mettre des bombes, il faudrait faire des actes terroristes contre les fascistes, et vous verrez, il y aurait quelque chose qui se passe. Donc il est vraiment, il s'engage en mots, mais concrètement, il ne fait rien. Tandis que les autres, qui sont des gens du peuple, qui n'ont pas d'éducation comme lui, sont beaucoup plus pragmatiques et ont bien conscience que c'est quelqu'un qui ne s'engagera jamais. Donc on a vraiment cette première phase de défense, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a une forte conscience politique, mais qui reste dans le potentiel. Qui reste dans le potentiel, ces mots se substituent à l'action. Alors que quand les autres s'engageront, là, il sera dans une deuxième phase par rapport à l'engagement. Il essaiera de se trouver toutes les justifications possibles pour ne pas les suivre, pour ne pas faire d'actions de sabotage ou même d'aller tuer des fascistes. Pourquoi ? Parce qu'il justifie de son incapacité, de sa peur. Il parle de sa peur. Il dit que il est incapable d'agir car il n'a pas la force mentale pour pouvoir tuer les ennemis. Or, dans le roman, on a des scènes vraiment très, très violentes, des descriptions très crues de ce que sont les représailles des fascistes à l'égard des résistants. Donc il n'y a absolument rien de symbolique dans ce roman, on est vraiment dans l'aspect réaliste des choses. Et la dernière phase, qui est, je pense, la plus intéressante, c'est lorsque ses camarades se font arrêter. Donc là, je ne vais pas vous lire le passage, mais ce qu'il faut remarquer dans le moment où ses amis se font arrêter, et encore une fois, dans les amis, il y a peut-être son ancienne femme, son ancienne fiancée, c'est que, et là c'est vraiment le rapport avec Pierre et le Christ, il voit l'arrestation, il n'agit pas. Il reste terré, alors on va dire, il n'a pas été téméraire, c'est peut-être mieux, mais il n'agit pas parce que son corps ne peut pas. Il y a vraiment, là pour les personnes qui aiment la littérature, c'est vraiment des pages où on voit toute la description de ses réactions physiques. Il a froid, il transpire, il tremble, il n'arrive plus à parler. C'est son corps qui ne peut pas agir. Donc on voit que c'est la chair qui prend le dessus sur l'intellect, et on comprend peut-être mieux aussi le premier titre qu'il voulait donner à son volume, la peur. Donc il a cette réaction, cette absence de réaction face à autrui, et cette arrestation de ses camarades le pousse à fuir. Or, cette fuite est inutile, puisque lui-même, n'ayant rien fait, il n'avait rien à craindre. Les Allemands n'avaient rien contre lui. Donc on voit que sa fuite est absurde. Il aurait pu rester sur place, or il fuit. Et quand il fuit, donc là, lisez mon article, je le décris longuement, toute sa fuite est une odyssée. C'est vraiment une odyssée, une descente aux enfers, mais lui-même, il traduit, il commente sa fuite en disant « je rentre à la maison, vado a casa ». Vado a casa, voilà, il se définit comme ceci. Et il dit également « non cambio vita, cambio tana ». Je ne change pas de vie, je change de tanière. Donc, Corrado est un être qui se terre. Souvent, il se compare à un lièvre ou une taupe, un ver. Donc, c'est quelqu'un qui reste dans le sous-sol, pas par lâcheté pure, mais encore une fois, par cette incapacité de l'action dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, son désengagement, n'est pas un calcul froid, n'est pas un calcul pour éviter de se battre, pour se mettre du bon côté, pour voir au moment venu, quand la guerre sera finie, pour pouvoir dire moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Il n'y a absolument pas ceci. Il le vit comme une condamnation. Il le vit vraiment comme une condamnation, et
il parle de destin. Il dit qu'il y a une forme de déterminisme qui n'est pas fait pour l'action, que sa nature profonde, qu'il n'a pas choisie, l'empêche de choisir justement. Donc il y a une forme d'angoisse de sa part, une forme de nausée, pour faire encore une référence à Sartre, et il y a vraiment cette idée de même si je voulais, je ne pourrais pas. Donc c'est là où on passe à une autre problématique, pas simplement partisane de la résistance, mais il y a cette idée que voilà, il est déterminé de cette façon-là, et il remarque également l'ironie du sort, c'est-à-dire qu'il se dit pourquoi est-ce que je n'étais pas là au moment où les Allemands sont arrivés et ont arrêté mes amis? Pourquoi moi je n'ai pas été arrêté? Et il a une phrase exceptionnelle où il dit, enfin exceptionnelle, j'exagère un petit peu, mais il dit est-ce que je n'étais pas là parce que je suis le plus inutile et parce que je ne mérite même pas un châtiment? Donc ce sont deux expressions fortes, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il est inutile, qu'il est un inetto, qu'il est un individu qui ne sert à rien dans ce moment crucial, ce moment historique crucial. Et donc, c'est quelque chose qui le ronge. Il n'y a pas une forme d'indifférence. Au contraire, il y a vraiment, pas un remords, parce que ce n'est pas un choix, mais il y a vraiment cette idée qu'il ne vaut rien, qu'il ne vaut rien. Et il finira par dire « Je me demande vraiment si je m'en suis sorti ». Certes, j'ai échappé aux Allemands, j'ai échappé à l'arrestation, mais est-ce que je m'en suis sorti? Donc en fait, on comprend que sa vie est une prison, que sa vie est une guerre de laquelle il ne peut pas sortir. Mais là, on irait peut-être ailleurs. Et pour finir sur ce point, avant d'aborder le dernier, parce que je vais vous tenir encore un petit peu de temps, il fuit... comme je vous l'ai dit, il retourne chez lui, il retourne dans la maison de son enfance. Or, qu'est-ce qu'il dit dans le roman et dans d'autres nouvelles? Il dit que l'enfance, c'est ce moment de la vie où on est là aussi déterminé. C'est-à-dire, il dit, la personne que vous étiez quand vous étiez enfant, vous serez la même plus tard. Il n'y a pas d'évolution. Et il dit, si vous étiez lâche, vous serez lâche et vous fuirez. Ce sont ces mots. Si vous étiez lâche, eh bien, vous resterez lâche et vous fuirez. Si vous étiez courageux, vous resterez courageux et vous résisterez. Ce sont ces termes. Donc, on voit que, en plus de la notion de destin, de déterminisme, il ramène tout à l'enfance. Autrement dit, personne ne peut changer. Bon, ça, on pourra discuter de ça. Mais en tout cas, c'est cette idée qui le guide. Et dans son diario, dans son journal intime, le métier de vivre, dont j'ai parlé tout à l'heure, il dira, pour justifier ce que je suis en train de vous dire, il écrira, il se parle, il se tutoie dans son journal intime, il écrit « Non hai mai combattuto, ricordalo, non combatterai mai. Conti qualcosa per qualcuno ?» Donc il dit « Tu n'as jamais combattu, souviens-t'en. Tu ne combattras jamais. Est-ce que tu comptes pour quelque chose, pour quelqu'un ?» Voilà. Donc on a cette lucidité qui est inébranlable et qui est immédiate. Ce n'est pas après coup qu'il se rend compte, c'est sur le moment. Donc le dernier point que je voulais voir avec vous, c'était comment ce roman se situe par rapport justement à la littérature néo-réaliste et par rapport à la littérature de la résistance. Parce que il y a eu une sorte de mythologie qui est née sur la résistance, sur ce mouvement de libération nationale. Et il y a une sorte de doxa qui s'est faite dans le second après-guerre. Et beaucoup de romans ou de films montraient une image hagiographique de la résistance et des résistants. Il fallait tout le temps que le résistant soit extrêmement courageux. On parlait de bonne violence. Il y avait la violence justifiée, celle des résistants. Que tous les résistants s'entendaient très bien les uns les autres, qu'ils allaient tous dans le même sens, qu'il n'y avait pas de problème entre eux.
Or, bien sûr, c'est faux. L'humain étant ce qu'il est, ce n'était pas du tout le cas. Or, Pavese, dans sa maison sur la colline, fait partie de ces écrivains, comme Calvino, comme aussi un autre écrivain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Beppe Fenoglio, qui ont montré un autre aspect de la résistance. Ils ont voulu, parce qu'ils l'avaient vécu, et parce qu'ils estimaient que la littérature ne devait pas être une forme de propagande, que ce soit pour un parti ou pour un autre, ce sont des écrivains qui ont essayé de donner un autre visage de la résistance, non pas pour régler des comptes, non pas pour des questions d'idéologie, mais pour dire ce que c'était. Il faut voir qu'il y avait une sorte de pression sur les épaules des intellectuels, des artistes, pour essayer de justifier une nouvelle forme de politique. Parce qu'il faut quand même se rappeler que la résistance italienne a été, comme la résistance française, globalement menée par le Parti communiste, mais pas que par le Parti communiste. Pendant la résistance, les différences idéologiques ont été mises sous la table et pour avoir pour combattre le même ennemi. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Italie, contrairement à l'Allemagne ou au Japon, alors que c'est un pays qui a perdu la guerre, a pu écrire elle-même sa constitution. Quand l'Italie, après la Seconde Guerre mondiale, est devenue une république et qu'on a changé de constitution, ce sont les membres de la résistance, tout parti confondu, qui avait créé une forme de super parti qui s'appelait le Parti d'unité nationale. Ce sont eux qui ont écrit leur constitution. C'est-à-dire qu'ils ont mis les valeurs dans cette constitution qu'ils avaient défendues pendant cette guerre de libération. Donc, l'aspect négatif de cette prise en main de la politique de la part des anciens résistants, c'est le fait qu'on a voulu créer une sorte d'hagiographie, de mythologie de la résistance pour justifier tous les projets politiques à venir. Or, notre Pavese n'a pas du tout voulu faire ceci. Rappelons-nous ce qu'on a vu tout à l'heure, il a toujours dit que la politique ne l'intéressait pas, qu'il trouvait, justement, même après la Seconde Guerre mondiale, il a largement dit tout ce brouhaha politique commence à me saturer les oreilles. Donc, il a toujours eu cette volonté qu'il a traduit dans ce roman. Et donc, il participe à donner un autre visage de la littérature de la résistance, mais également, il va être le porte-parole, si je puis dire, de ce qu'on a appelé la zone grise. La zone grise, il y en a eu en France aussi, ce sont tous ces Italiens, toutes ces Italiennes qui n'ont été ni des partisans, ni des républicaini, c'est-à-dire des gens qui étaient dans l'entre-deux. Et pour certains chercheurs, il y avait en fait le pourcentage de personnes engagées du bon ou du mauvais côté, selon vos points de vue, était très faible. En fait, il y avait vraiment une écrasante majorité de personnes attentistes qui ne s'engageaient pas de façon ouverte. Alors sans dire que personne ne résistait, parce que la résistance, elle peut aussi avoir différents aspects. Ça peut être une résistance rien que dans la passivité, le refus de répondre à certaines injonctions, mais il y a quand même toute cette zone grise, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas voulu véritablement s'engager ou qui n'ont pas pu, et qui permet de comprendre que les choix, soit être du côté des républicains, soit du côté des résistants, n'empêchaient pas que, in fine, tous ces jeunes gens étaient des personnes sacrifiées d'une certaine façon, qui méritaient en tout cas la compassion, la pitié. Et ça, c'est la fin du roman qui l'éclaire. Dans la fin de la Casa in Collina, dans son odyssée, dans son retour à son Ithaque, on voit le personnage de Corrado qui tombe sur un groupe de fascistes qui ont été tués par les partisans. Il y a une embuscade et on a ces jeunes fascistes morts. Or, en voyant ces jeunes fascistes,
Corrado a pitié d'eux, a une compassion pour eux, et il dit que ces morts republicini, il ne les voit pas avec un regard politique, idéologique. Il estime qu'ils sont l'incarnation de la violence, des résultats de la violence, de toute guerre, de la violence qui dégénère. Donc, il va parler de ces morts comme des frères. Et Corrado, qui tout le long de son roman disait « vous et moi », là se met à dire « nous ». Donc, dans un final, si je puis dire, ultime, il va estimer que la mort réunit tous les humains et que toute guerre est mauvaise. Et alors, ça peut passer un petit peu comme quelque chose d'angélique et de trop simple, mais il veut montrer que la mort réunit les individus, et donc que cette guerre, celle-ci et toutes les guerres, déshumanisent les individus. Alors, il ne propose pas de solution. Il n'a pas un discours progressiste. Il dit « je ne sais pas que faire. Je ne sais pas que faire. La guerre ne s'arrête que pour les morts. » Bon, là, c'est une évidence, bien sûr, mais il veut dire que l'existence dans son continuum est une guerre des uns contre les autres, et que la guerre finira par stanare, par déterrer, pas déterrer, par... comment dit-on quand on est dans une... quand on vous trouve dans votre cachette, je n'ai pas le mot en français, débusquer, merci, finira par tous nous débusquer et nous obligera à tous à agir, à nous engager. Donc on a cette vision ultime, et là je ne l'ai pas écrit, mais la description du jeune mort, attendez, j'essaie de voir où j'ai pu le mettre, dans toutes mes notes, non je ne l'ai pas, il compare, dans la description on a vraiment l'impression que c'est un Christ en croix, parce que c'est un jeune fasciste qui est sur du fil du barbelé, merci, et donc il compare ce jeune homme à un jeune homme de cire avec une couronne d'épines. Donc plus clair que ceci, on peut difficilement le faire. Et cette fin d'union dans la mort et d'union de tous les partis, bien évidemment, a été critiquée par les tenants de l'orthodoxie communiste, en disant que c'était un traître à la cause, et que ce final était vraiment beaucoup trop équivoque. Voilà. Mais voilà, Pavese est fini comme ceci, et il veut montrer il veut montrer que cette réflexion finale, ce n'est pas une réflexion intellectuelle, ce n'est pas le résultat d'une réflexion argumentée, mais c'est que là aussi c'est sa chair qui a parlé. Comme il avait son personnage parlé avec son corps quand ses amis se faisaient arrêter, ici aussi il arrive à cette compassion du fait du contact physique avec ces jeunes gens morts. Et pour finir, comme ça on aura du temps pour discuter, pour finir, cette idée de la zone grise, de cette difficulté de la réalité de ces gens qui ne sont pas engagés et qui ont eu un regard critique sur la résistance. C'est le dernier roman de Pavese et qui en parle, qui s'appelle La Luna e Falò, la lune et les feux, les feux de joie. Donc c'est un roman qu'il a écrit en 2 mois, de septembre à novembre 49, donc juste avant de se tuer, parce qu'il se suicide en août 50. C'est un roman qui est un roman de l'après-guerre. Donc on a La Casa in Collina qui traduit, qui témoigne de ce qui se passait pendant la résistance. Alors que la Luna e Falò, on a un personnage qui s'appelle Anguilla, une anguille, donc là non plus c'est pas un surnom choisi au hasard, quelqu'un qui se faufile, qui est un jeune homme qui s'est exilé, qui est parti aux États-Unis, qui revient, et qui était antifasciste dans sa jeunesse, qui revient dans son pays d'origine, dans son village d'origine plutôt, et il voit que tout a changé, et il est au contact des habitants du Cru qui... Et là aussi, c'est un roman qui a fait date et qui a fait hurler dans les chaumières communistes. C'est un roman
où on voit les gens du peuple, del contado, de la campagne, qui versent tout leur fiel sur les partisans. Ils disent tout est de la faute, tout ce que nous avons vécu, c'est de la faute des résistants, des Allemands et des résistants. Si les résistants étaient restés chez eux, on n'aurait pas eu tout ceci. Et il les compare à des assassins. Et on a donc un Pavese qui donne la parole à ces gens de cette zone grise qui auraient préféré rester dans leur coin, qui ne voulaient pas s'engager, qui ne s'intéressent pas à la politique, dès lors qu'elle ne touche pas leur vie. Donc c'est un roman très, très violent, hein, si je puis dire, sur cette frange de la population qui a estimé que les partisans étaient eux aussi des ennemis. Donc en conclusion, hein, de ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, on voit que ce roman pose le problème de l'engagement politique, de l'engagement tout court, mais c'est aussi un roman qui a pour but de démystifier, de démythiser la représentation de la résistance, et que cet engagement, cette absence d'engagement politique de Pavese se transforme en fait en une autre forme d'engagement à partir de l'élaboration d'une mémoire. C'est-à-dire que mon engagement en tant qu'écrivain, c'est de participer à l'élaboration d'une mémoire qui soit plurielle, qui ne soit pas la mémoire officielle. Et dans les temps que nous vivons, c'est important, hein, que la mémoire est une sorte de champ de bataille qui n'est jamais neutre, hein, où on trouve des rivalités. On veut que ce soit telle histoire avec un grand H qui soit retenu et pas telle autre. Pavese a tenté, lui, d'amener sa pierre à l'édifice. Il n'a pas refusé, hein, complètement l'engagement, mais il avait une autre forme d'engagement, un engagement, je pense, vraiment désespéré. Je vous remercie. Oui. On pouvait parler peut-être aussi d'impuissance. C'est ça. Alors, merci d'employer ce terme. C'est une impuissance, voilà, à agir. Et à un moment dans le roman, alors qu'il se trouve face à Kate, à cette femme qui est une figure féminine extraordinaire, qui est la bouche de la vérité. Hein. Vraiment, elle lui dit, toi, tu sais beaucoup de choses, mais tu ne fais pas. Et il dit, il utilise une belle métaphore de la nage. C'est pas très original, mais il compare la vie à un fleuve. Et il dit, je sais pas, je ne nage pas parce que ça ne m'intéresse pas. Il ne dit pas je ne peux pas dans le sens, mais je suis impuissant. Hein, donc il y a le fait que voilà, il ne peut pas faire autrement. C'est vraiment pas la lâcheté quotidienne qu'on peut tous traverser. Hein, voilà. Mais voilà. Donc c'est vrai, vous avez raison, c'est vraiment une forme d'impuissance. Ben, comme quand petit on a pu subir de la violence et que la seule manière pour rester en vie c'était de fuir. Oui, mais lui, je ne sais pas s'il fuit parce qu'il a subi une violence, c'est que vraiment, il ne peut pas. Et puis parce qu'il a ce rapport à la nature, à la colline, parce qu'il fuit dans d'autres collines qui ne sont pas dévastées par la guerre, mais parce qu'il sent que lui, voilà, il est impuissant, incapable. C'est pour ça que j'ai parlé j'ai employé un terme italien qu'on n'a pas vraiment en français. Il est inetto. Inetto, c'est inapte, mais en français, c'est pas beau, inapte. C'est dans son ADN, il peut pas. Ouais, mais incapable, presque incapable, c'est négatif. Alors que l'inetto, c'est vraiment c'est dans les gènes. On est comme ça. Et en Italie, c'est un terme qui a eu un retentissement important parce que il y a un grand personnage de la littérature italienne qui s'appelle Zeno Cosini dans un roman qui s'appelle La conscience de Zeno, que vous connaissez peut-être, de Italo Svevo, qui est un roman qui est écrit en 1923, qui sort en 1923, où on a justement un personnage qui s'appelle Zeno Cosini, qui est incapable d'agir. À la différence de Corrado, il fait des propositi, il dit je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ci, il ne le fait jamais.
Alors que moi je pense que le personnage de Corrado est encore plus tragique, parce qu'il ne dit pas « je vais faire » et il finit par ne pas le faire. Parce que l'autre personnage, il se trouve toujours de bonnes raisons de ne pas faire, de ne pas agir, et il s'en sort toujours, alors que Corrado, non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Oui. Vous avez parlé, enfin c'est une remarque un peu à part, parce qu'il y a une autre génération après néo-réaliste, et tout d'un coup vous avez parlé du lieu où ces réfugiés, enfin ils ont reconstitué donc un gouvernement fasciste, et tout d'un coup j'ai fait un lien que j'avais jamais vu. Le film Salon ou les 120 jours de Pasolini. Voilà, quand j'ai vu ce film, enfin il y a longtemps maintenant, voilà, et là merci, tout d'un coup j'ai fait le lien. Le lien, alors c'est pas du tout dans le réalisme comme voilà, Pasolini a une autre, enfin dans ce film-là, dans d'autres, il est extrêmement réaliste. Autre chose que, bon donc merci pour tout, mais merci aussi, ça m'a permis je pense que c'était clair pour les Italiens, mais pas forcément pour les Français, le titre du film. Tout à fait, ah oui, oui. On aurait dû un peu l'expliquer au grand public. C'est un film atroce, mais bon. Et l'autre chose que je voudrais dire, parce que je pensais effectivement à la conscience de Zeno aussi, est-ce que cette impuissance des personnages, ils sont impuissants, presque aussi sexuellement, enfin on ne sait pas, voilà, il n'y a pas que l'impuissance politique, ils sont impuissants sentimentalement, impuissants sexuellement. Est-ce que c'est pas aussi le constat de cette génération devant la montée du fascisme? C'est-à-dire qu'ils ont été impuissants. C'est 1920 pour eux. Enfin, c'est la génération qui a vu monter le fascisme, mais c'est pas la génération de Pasolini après, quoi. Là, eux, ils ont vu monter le fascisme, ils n'étaient pas pour, et puis finalement, ils n'ont rien fait, quoi. Enfin, le résultat, c'est qu'en tout cas, Mussolini a gouverné 20 ans. Ouais. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas là dans le personnage une sorte de représentation incarnée d'un destin de l'Italie qui a été de ces gens-là, qui étaient intelligents, qui réfléchissaient, qui avaient des idées, qui n'étaient pas pro-fascistes, n'ont rien fait. Alors, je ne pense pas, en tout cas dans le cas de Pavese. Et pourquoi? Parce que Pavese, donc, il est né en 1908, donc il a 13 ans, et les 13 ans de l'époque, c'est plus les 13 ans d'aujourd'hui. Hein. Donc, il a, comme vous dites, il a vu la montée du fascisme. Mais lui, c'est vraiment un cas à part, parce que tous ses autres petits camarades de la même génération, du même groupe d'étudiants, eux ont agi. Alors, il n'y a pas eu de résultat, mais il n'y a pas eu une impuissance. Il y a eu ils ont tout fait pour. Il y en a qui en sont morts, il y en a qui ont été envoyés donc, al confino, il y en a qui ont été envoyés en prison. Donc, ils ont agi. Pour moi, ce n'est pas de l'impuissance. Et surtout, et là, je vous invite à lire un roman actuel qui a eu le Premio Strega, c'est-à-dire l'équivalent du prix Goncourt il y a quelques années en Italie, qui s'appelle M, le fils du siècle, l'enfant, oui, le fils du siècle, aussi. Et il y a 4 autres volumes, donc c'est toute l'histoire de Mussolini et de la montée du fascisme. C'est un roman, pourtant moi je suis enseignante d'italien, j'ai appris des choses, et surtout, c'est justement ça. Ça n'a pas été une chape de plomb en un tour de main. Hein. Je veux dire, il est très très utile à lire pour nous aujourd'hui ce roman, parce qu'on voit justement qu'on a laissé faire Mussolini. Il y avait toutes les possibilités de l'arrêter bien avant. Et donc, ils n'étaient pas impuissants. Mussolini, enfin même parfois dans le roman, et l'écrivain s'appelle Antonio Scurati, qui est un enseignant en Italie, et un écrivain, c'est pas de la fiction, hein, il se documente, et il y a toute sa biographie qui est présente. Il montre vraiment que Mussolini n'en croyait pas ses yeux,
on lui a ouvert toutes les portes, on a mis le tapis rouge, parce que voilà, il va permettre d'être un rempart au communisme, au rouge, etc. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que ça soit l'incarnation de l'impuissance. Non, mais ça ne fait pas une histoire personnelle. Je veux dire, c'est comme métaphoriquement. Ils ont été, même s'ils voulaient, même s'ils sont engagés, même si... Voilà, c'est un peu la question qui est posée aux démocraties aussi. C'est-à-dire qu'ils ont été impuissants. Le résultat, le constat, c'est qu'ils ont été impuissants face à quelqu'un qui n'aurait normalement jamais dû arriver au pouvoir. Voilà. Peut-être que son désespoir, mais c'est une question, que son désespoir, il est là. Non, pour Pavese, non. Pour Pavese, absolument pas, parce que vraiment, il le dit, il le répète dans ses lettres, dans son journal intime, je ne veux pas m'occuper de politique et ça ne m'intéresse pas. Et donc, il parle des problèmes sociaux, mais vraiment non. Enfin, non, vraiment, c'est vraiment un problème ontologique, existentiel, dans un cadre particulier. Mais justement, il dit vraiment cette guerre, la guerre. Il n'y a pas de, ce n'est pas Vittorini, ce n'est pas Beppe Fenoglio, ce n'est pas Calvino, même si Calvino, il y a toujours aussi une partie symbolique. Mais Calvino, lui, il est né en 23 et lui, il a été résistant, pardon, et lui, il ne parle pas d'impuissance. Vous voyez, ça n'a pas eu d'issue favorable, mais il n'estime pas qu'ils étaient impuissants, au contraire. Et surtout que dans les résistants, il y avait comme j'y ai rapidement fait allusion tout à l'heure, il y avait vraiment tous les partis représentés. Et dans le roman, on a un personnage qui est d'abord... qui est un enfant d'industriel, qui n'est pas fasciste, mais qui est un enfant d'industriel, donc la haute société bourgeoise, et qui rentre dans la résistance et qui dit, une fois que i neri c'est les fascistes, on les aura tous liquidés, vous les rossi, vous les rouges, on fera pareil. Donc on s'unit parce qu'on a un ennemi commun. Mais après, on réglera nos comptes. Donc, il y a cette idée de vraiment... Ils avaient beaucoup de difficultés à agir, mais ils ne se sentaient pas impuissants. Et en tout cas, Pavese, lui, il était ailleurs, quoi. Il était vraiment ailleurs. Et d'ailleurs, il a un de ses personnages, moi, je le compare toujours à Camus, même s'ils n'ont pas... Enfin, c'est pas pareil. Mais dans la Luna e Fallò, il y a un personnage qui dit un petit peu ce qu'a dit Camus à propos de la guerre d'Algérie de sa mère, qui a dit je défendrai toujours ma mère avant le reste. Là, il y a un personnage qui dit moi, je ne me suis pas mis du côté des résistants parce que j'avais ma famille à protéger. Donc, il fallait que je la protège. Et dans ce roman aussi, La Luna e Fallò, on a une... Donc, comme je vous l'ai dit, on a tous ces gens qui sortent leur rancune à l'égard des résistants, mais on a aussi un personnage féminin. Ils sont très très importants, les personnages féminins chez Pavese, même s'il avait du mal avec les vraies femmes. Il a écrit des personnages féminins parmi les plus beaux, mais il y a une jeune fille qui s'appelle Sainte, qui, dans un premier temps, était du côté des fascistes, et puis qui a tourné sa veste, qui a voltato gabbana, en italien on dit, Dolce Gabbana, c'est pas mal, qui s'appelle comme ça, a voltato gabbana, et qui est devenue résistante. Or, qu'est-ce qui se passe pour la pauvre fille ? Elle est à la fin de la guerre, avec la libération le 25 avril 1945. Entre parenthèses, le gouvernement actuel, là on va fêter les 80 ans de la libération, ils ne sont pas très chauds pour le faire. Ils ne sont pas très d'accord pour donner des subsides pour faire beaucoup de manifestations. Et il y a vraiment là un conflit des mémoires. Mais bon, ça, c'est Madame Lettieri qui vous en parlera peut-être. Et donc Santa, à la fin du roman, elle est tuée, parce qu'on estime qu'elle a joué double jeu et que c'est peut-être une espionne. Et elle est non seulement tuée, mais brûlée. On lui met de l'essence, et ça fait donc un fallo, un feu de joie.
Et donc voilà, donc ce sont des images fortes. Et Pavese, enfin son personnage, montre que les feux de joie de son enfance, qui étaient des moments de fête, sont remplacés par ces feux de, c'est pas des camps, enfin voilà, qui sont pas c'est pas des, enfin qui sont des feux de guerre, hein, voilà. Moi j'avais lu Le bel été, c'est bien lu. Oui, La bella estate. C'est lumineux, c'est un roman ou une nouvelle. Un bref roman. Et c'est dans quelle période de sa vie? Alors, c'est dans les années 40, je l'ai peut-être écrit quelque part, parce que j'avoue que je n'ai pas toutes les dates en tête. Mais alors c'est lumineux, mais en même temps, oui, on voit ces jeunes gens qui découvrent la vie, mais c'est dans les années 40. C'est avant sa crise, je pense, hein, là vous me prenez au dépourvu. Mais c'est avant sa crise où il est parti se cacher chez sa sœur. Mais là aussi, il y a du collectif, ils sont en groupe, tout ça. Tout à fait. Et on peut aussi le rapprocher de Camus, puisque c'est comme Noce. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Mais c'est ça, vraiment, j'ai jamais vu d'article sur leur rapprochement, mais c'est, voilà, comme vous dites, hein, alors Camus, ça sera une autre nature, mais chez Pavese, la collina, c'est cette région des Langhe, elle est omniprésente et il y a dans le roman, hein, là je vous ai parlé que de la notion d'engagement, mais il y a des pages de toute beauté, hein, sur ce plongeon dans la nature. Et ce sont des pages aussi où il est très souvent avec le jeune garçon qui s'appelle Dino, qui est donc peut-être son fils, et qui, dès lors qu'il est dans la nature, dans la campagne, il redevient ce petit Corrado, ce jeune Corrado. Et éventuellement, son fils putatif s'appelle Dino. Et Dino, c'est le diminutif de Corrado. Donc, ils sont rejoints par leur nom, mais la chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que Dino s'enfuit avec lui quand tout le monde se fait arrêter là. Donc Dino s'enfuit avec Corrado, mais Corrado n'est pas content que le jeune garçon soit avec lui parce que c'est un boulet, hein, c'est une forme de boulet, il l'empêche de fuir rapidement. Or, on voit que dans leur rapport, c'est Dino qui est plutôt l'adulte, et quand un beau matin, Dino s'enfuit, mais pas pour se cacher, il s'enfuit pour rejoindre les partisans. Donc un enfant est plus adulte que l'adulte. Hein. Et là, c'est une autre figure d'enfant, comme chez Calvin ou dans Le Sentier des nids d'araignées. Hein, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Pin, qui rejoint un groupe de résistants, mais là, c'est un tout autre type de littérature. Vous avez plus de questions? Si on a... Oui. Oui, moi je voulais. Merci beaucoup, hein, c'était très intéressant. Et sur cette figure-là, ce non-engagement, cet immobilisme, vous dites qu'il a commencé à l'expliquer par un sorte de déterminisme ou de fatalisme. Si on sort de ce type d'explication, auquel je ne crois pas des masses, enfin peut-être que lui il y croyait, mais si on sort en fait moi ça fait écho quand même beaucoup à la situation italienne aujourd'hui, en fait. D'une grande partie de la population italienne qui n'a pas l'air de se rendre compte d'une répétition d'histoire. Et en fait, en vous écoutant, parce que c'est des choses qui me tracassent quand même pas mal, enfin, on cherche les raisons pour lesquelles, comment c'est possible, etc. Et
en vous écoutant, en fait, moi je me demande si en Italie, voilà, moi j'ai lu il y a très longtemps La Luna e il Falò, et voilà, cette beauté, en fait, des langues et ces rituels de village, de tradition, ce côté un peu onirique et ce côté idéal, en fait, des cultures locales, etc. En fait, si paradoxalement, ça ne produit pas justement ce type de situation alors je dirais pas qualinquiste, parce que c'est pas la même chose, mais une sorte d'immobilisme, voilà, et comme si, en fait, c'est pas quelque chose qu'on reverrait en ce moment en Italie, mais peut-être qu'en France aussi, hein, mais qu'en tout cas en Italie, c'est particulièrement produit par une sorte de désintégration de la société autour de petits campaniles et de petites histoires locales, en fait, et cette réflexion-là, en vous écoutant, en fait, on a l'impression que c'est ce que Pavese et je ne sais pas si ça marche mon interprétation, mais voilà, c'est ce que ça avait donné à voir, quoi. C'est très très intéressant comme réflexion. Alors par rapport à Pavese, donc tout à l'heure j'ai dit qu'il était attaché à ses langues et dans le même temps c'est lui qui a permis d'introduire en Italie la littérature états-unienne, hein, en la traduisant. Et d'ailleurs, il faut dire en passant que traduire, c'était un petit peu un acte de résistance, parce que avec la censure fasciste, quand on traduisait des écrivains étrangers, on risquait la prison quand même. Hein. Donc voilà, c'était peut-être une forme de résistance embryonnaire. Mais donc il a ouvert la culture italienne à d'autres réalités. Hein, il a dit, il a voulu sprovincializzare la littérature italienne et justement qu'on sorte de l'esprit de clocher, le campanilisme, pour voir d'autres réalités. Et il dit que grâce à ces écrivains états-uniens, français, russes et espagnols, les Italiens se sont ont compris qui ils étaient. Donc comme s'il y avait une forme d'universalisme d'une certaine façon, en tout cas pour des problématiques sociales, etc. Donc ça n'avait pas de lien avec ce que vous avez dit, mais ça m'y a fait penser. Ce que vous dites sur les traditions, la culture locale, c'est très intéressant par rapport au fascisme, justement, parce que le fascisme a créé différents ministères et en 1937 a créé le ministère de la culture populaire. Il Ministero della Cultura Popolare, que tout le monde appelait pour rigoler, il Minculpop. Et donc culture populaire. Culture populaire, en fait, c'était pour dire la culture, pas du peuple au sens social, mais de la population. Donc essayer d'avoir une culture nationale. Dans le même temps, Mussolini avait bien conscience qu'on ne pouvait pas balayer les différences régionales, locales, en sachant que l'Italie avait une histoire récente d'unité, parce que l'unité c'est 1861, et qu'on était peut-être encore plus... un Italien du Sud et un Italien du Nord étaient peut-être plus étrangers qu'un Italien du Nord et un Niçois, par exemple. En caricaturant. Et donc Mussolini avait conscience qu'il y avait toutes ces réalités régionales, ces traditions, ces cultures régionales, et par un tour de force, par des associations qu'il a créées, par des organisations du temps libre des travailleurs et de la jeunesse, a essayé de démontrer qu'il y avait une cohérence, une filiation entre toutes les traditions dalle Alpi à l'Etna, des Alpes jusqu'à l'Etna. Et donc il a voulu, de façon paradoxale, démontrer que la mosaïque qu'était l'Italie, en fait c'était une unité. On était tous pareils, malgré nos différences. Alors c'est beau, on dirait un discours politique d'aujourd'hui, mais il a voulu gommer les différences locales. Donc vous voyez, c'est presque l'opposé de ce qu'on peut dire aujourd'hui, de se refermer sur son clocher. Mussolini, qui a peut-être fait des petits dans les générations suivantes, était contre le régionalisme.
Lui-même, il ne parlait pas le dialecte romagnol, il était contre ça. Hein, donc, il a instrumentalisé les traditions, les folklores, pour unifier les Italiens. Par exemple, il interdisait l'utilisation du dialecte à l'école. Ça n'a jamais marché, tout le monde a continué à parler le dialecte, mais il interdisait. Il a également interdit, parce qu'en italien, c'est comme en espagnol, le vouvoiement, c'est pas comme nous. Nous, on dit vous, quand je vous parle à vous, madame, je vous vois, et si je parle à tout le monde, je dis vous. En italien, c'est comme en espagnol. C'est à cause de l'espagnol, justement, qu'on a un vouvoiement qui est la troisième forme de politesse. On dit lei, le usted espagnol. Et donc, Mussolini a dit basta, ce lei, c'est un héritage étranger, puisque c'est les Espagnols qui nous l'ont donné. Et en plus, lei, c'est féminin. Donc nous, les bons fascistes bien virils, on ne peut pas s'appeler comme ça. Donc si vous voulez, il y a à l'époque du fascisme première génération, il y avait la volonté d'éliminer les localismes. Alors que le gouvernement actuel, nationaliste ouvertement, à l'inverse, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que, par exemple, le gouvernement de Mme Meloni a déposé une demande à l'UNESCO pour que la cuisine italienne appartienne au patrimoine mondial, patrimoine immatériel mondial. Cuisine italienne, che cos'è la cucina italiana? Non ce n'è. C'est la diète, c'est le régime méditerranéen. Alors que la pizza napolitaine est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, ça a une justification, c'est un plat. Mais la cuisine italienne, c'est pourquoi? C'est pour montrer l'unité d'une Italie fictive. C'est aussi, ne nous voilons pas la face, pour contrecarrer les directives européennes, parce que Mme Meloni n'était pas contente avec tout le code Nutri-Score, tout ça, là, parce que, elle a estimé que, regardez, tous les aliments qui sont mal codés, avec des E, des F et compagnie, c'est que des produits italiens. Et non, ce n'est pas des produits italiens, c'est l'huile d'olive, okay, etc. Donc, il y a vraiment à la fois un repli peut-être du Toscan sur la Toscane, etc. Mais je n'irai pas jusqu'à ce que vous dites que c'est le repli qui entraîne la non-action. Surtout que la différence de poids, de taille plutôt, avec l'époque de Pavese, c'est que l'Italie de pays qui émigrait est devenu un pays qui reçoit des étrangers. Et ça, c'est donc encore plus difficile pour eux. Outre les positionnements politiques de Forza Italia, etc., c'est que les Italiens partaient, c'était eux qui partaient, c'était eux qui étaient des étrangers ailleurs. Alors que là, ils n'avaient pas cette culture, et d'autant plus que leur colonie, heureusement, n'était pas très florissante. Ils n'ont pas réussi, malgré leur tentative, Mussolini n'avait pas un empire à la française ou à l'anglaise ou à la portugaise. Donc c'est complexe, je pense, toutes ces notions-là, mais encore une fois, pas pour en faire un électron libre ou quelqu'un d'à part, puisque je pense qu'il faisait partie de cette zone grise dont on parlait, mais vraiment, le cas Cesare Pavese, je pense que vraiment c'était lui et lui-même qui était comme ça. Il est le fils de son temps lui aussi, il a subi, il aurait peut-être pas été le même ailleurs, il aurait été le fruit d'une autre société, puisqu'on n'avance pas que par nos mérites, mais par la société qui nous donne des armes, dans le bon sens du terme. Mais je pense que lui, c'était vraiment un problème, c'est pas qu'il voulait pas, qu'il était là, bon, je m'occupe que de mes petits problèmes à moi, comme le font beaucoup de citoyens français, italiens, de toutes les... Il s'est quand même suicidé, oui. Et il avait dit dans son Mestiere di vivere, puis regardez le titre de son journal intime, le métier de vivre. Il écrit à la fin, ne faites pas trop de pettegolezzi, de cancans, n'essayez pas d'expliquer ma mort. Voilà. Non, alors il avait 5 enfants, dont 3 morts, donc il était... avec sa seule sœur. Son père est décédé assez vite et il avait une mère apparemment tyrannique.
et qui le maltraitait. Et sa sœur était vraiment son idole, son secours, outre le fait que quand il s'est caché, mais aussi vraiment c'est la... Voilà. Et d'ailleurs, il y a très souvent dans ces romans, je disais qu'il y avait des femmes très importantes, mais vraiment c'est pas caricatural, hein, mais les deux aspects de la femme. Par exemple, dans la Casa in Collina, cette femme qui l'accueille, chez qui il habite, qui s'appelle Elvira, vieille fille, qui vit avec sa maman, qui est folle amoureuse de lui. Bien sûr, lui, il la méprise parce qu'il se sent supérieur à elle, il la domine, hein, parce qu'elle a un lien de dépendance. Alors au départ, elle apparaît vraiment comme une femme méprisable. On a envie de lui dire, mais réagis ma fille, tu n'as rien à attendre de lui. Et en fait, quand il veut s'enfuir, quand tout le monde est parti, tout le monde a été arrêté, là, elle se révèle. Et elle a une mission, le sauver. Et donc c'est la sœur qui veut le sauver. Et de l'autre côté, on a cette Kate, hein, qui a essayé pour moi, c'est la bouche de la vérité, quoi. C'est son Jiminy Cricket, c'est sa conscience, mais elle sait qu'elle n'arrive pas. Donc on a vraiment les deux aspects de la femme maternelle qui protège et la femme qui, au contraire, est là pour faire partir et pour éveiller, hein, que l'homme, en l'occurrence, prenne son envol. Dans Il Carcere, c'était pareil, on avait une jeune femme, Elena, qui était juste une femme utilisée de façon hygiénique, alors qu'il y avait une autre femme qui s'appelait Concha. Là aussi, on pourrait s'amuser à analyser les noms, les prénoms choisis, qui, elle, est la femme sauvage, mais inatteignable. Donc, il n'y a pas la notion de femme intellectuelle qui l'éveille, mais on a toujours des doubles aspects chez les femmes. La sœur était plus âgée. Oui, lui, c'est le dernier, c'est l'enfant de vieux. Sa sœur aussi, mais oui, le survivant. Oui. Je ne sais plus de quoi son... Ouais. Merci.